Bonjour à tous, il y a quelques mois je vous ai partagé les tests de terrain que je réalisais pour évaluer mon niveau de performance qui m'avait permis de planifier mon entraînement pour le 73 de Turquie. Aujourd'hui je vais vous partager une méthodologie différente puisque je vais vous montrer comment se passent des tests en laboratoire. Les tests en laboratoire, on a tendance à dire que c'est ce qu'il y a de plus précis, que c'est ce qu'il y a de mieux. Le gros point négatif, c'est que c'est payant. Donc étant donné que 99,9% des coureurs n'iront jamais faire de tests en laboratoire, ça va être une bonne expérience de voir comment ça se passe, de voir si c'est vraiment si précis que ça et de voir un peu les applications et les intérêts. C'est parti! Ce qu'on va faire, je vais d'abord vous résumer un peu comment se passe le test et ensuite on va analyser ensemble les résultats. Pour le test, dans un premier temps, il y a toute une partie au repos. On nous détaille le test, on nous détaille les données qu'on va récupérer pendant l'effort. On a le droit à une petite auscultation au repos du cardiologue pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. On nous place les électrodes, on nous met un petit débardeur filet de très bon goût. On nous rappelle bien évidemment une dernière fois que les risques de mort subite pendant un effort maximal sont décuplés et c'est parti. On part directement sur le test, on a les relevés cardiaques, on nous rajoute un masque pour avoir l'analyse de gaz. Le test qui va être réalisé, en gros, c'est comme un Vameval, seulement c'est en laboratoire. C'est un test à vitesse incrémentée, j'ai commencé à 10 km/h et j'ai augmenté ma vitesse de 0,5 km/h par minute jusqu'à l'épuisement. Alors, les données qu'on cherche principalement à récupérer grâce à ce type de test sont notre VO2 max, notre VMA, nos seuils ventilatoires et on va pouvoir analyser la dynamique des courbes. On va d'abord commencer avec une analyse simplement descriptive des résultats. On peut voir que j'ai un seuil ventilatoire 1, donc le seuil aérobie, à 4 minutes 37 du kilomètre, soit 13 km/h, avec une fréquence cardiaque correspondante de 149 battements par minute. Pour le seuil ventilatoire numéro 2, donc le seuil anaérobie, je l'atteins à une vitesse de 3 minutes 32 du kilomètre, soit 17 km/h, qui correspond pendant le test à une fréquence cardiaque de 172 battements par minute. Pour finir, j'ai une VMA de 18,5 km/h, qui est atteint pendant le test à 180 battements par minute et on a ma fréquence cardiaque maximale 185 battements par minute. Donc c'est à dire que quand j'atteins ma VMA, je suis pas encore au maximum de mes capacités cardiaques. On pourrait s'arrêter là, se satisfaire des chiffres, passer à autre chose, mais bon, vous le savez, c'est pas le genre de la maison. On va arrêter de lire des chiffres et maintenant on va passer un peu plus dans les détails. Intéressons-nous d'abord au seuil ventilatoire numéro 1. Le calcul classique pour extrapoler son seuil aérobie, c'est de faire 70% de sa fréquence cardiaque de réserve. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que ma fréquence cardiaque maximale était égale à 180 battements par minute. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour courir à allure fondamentale, je me restreignais à 140 battements par minute, ce qui équivalait à 5 minutes du kilomètre. Aujourd'hui, si je refaisais le même calcul, maintenant que je sais que mon cœur peut monter à 185 battements par minute, ça me donnerait 145 BPM à allure fondamentale, donc je pourrais me permettre d'accélérer un tout petit peu, ce qui correspondrait à peu près au résultat du test fait en laboratoire. Si d'autre part, on regarde un peu ce qui est fait dans la littérature, si on prend par exemple les zones d'intensité de Joe et Friel, ma zone 1 et 2, donc ma zone de récupération et d'allure fondamentale, est comprise entre 144 battements et 151 battements par minute. Donc encore une fois, ça correspond très bien. On pourrait aussi s'appuyer sur le tableau méthode de Jack Daniels, où ma vitesse allure fondamentale serait comprise entre 5 minutes du kilomètre et 4 minutes 30 du kilomètre. Donc encore une fois, ça correspond très bien. Finalement, quelle que soit la méthode de calcul, on se rend compte que ça tombe à peu près tout le temps au même endroit, même si cette allure n'a pas besoin d'être vérifiée de manière ultra précise. C'est toujours intéressant à vérifier. On va pouvoir passer maintenant au seuil ventilatoire numéro 2, le seuil anaérobie. Encore une fois, le test en laboratoire me donne presque exactement ce que j'ai réussi à observer sur le terrain. Il y a 2 semaines, j'ai fait un 3x3 km à allure seuil où j'étais entre 3 minutes 32 et 3 minutes 35 du kilomètre, avec un cardio qui était à 167, 168, donc on est vraiment pas très loin de ce qu'on a réussi à avoir sur le test en laboratoire. C'est des valeurs qui ont été revérifiées avec la séance de seuil de cette semaine, où sur les 4 intervalles, il y a juste l'intervalle de 15 minutes où j'ai un peu ralenti. Pas toujours en forme. De toute manière, comprenez bien que toutes ces valeurs sont très variables. Je vous l'ai déjà dit, quand on parle de seuil, c'est pas une valeur ultra précise, c'est plutôt une zone d'intensité qui va nous servir de repère et qu'on va essayer de faire progresser petit à petit à l'entraînement. Donc tu vois, ça c'est tes zones. Après, pour une même fréquence, des fois ta vitesse va être un peu différente en fonction de exactement. Et puis ton pic de forme ou pas, les jours où tu es fatigué, tu vas avoir un coup cardiaque qui va augmenter, etc. En août dernier, en course à pied, j'avais fait le test de seuil fonctionnel du Dr Kogan de 20 minutes qui m'avait donné une allure au seuil de 3 minutes 45 du kilomètre. C'est la valeur sur laquelle je m'étais appuyé pour commencer mon cycle de seuil pendant ma préparation marathon. Au final, au fur et à mesure des séances, à mesure que je progressais, j'ai commencé à accélérer jusqu'aux dernières semaines où j'ai atteint les 3 minutes 30,
30 minutes 35 du kilomètre. Donc très intéressant d'observer que les analyses sur terrain, les analyses séance après séance et le cycle de progression que j'ai mis en place collent quasiment parfaitement aux améliorations que j'ai réellement eues au niveau physiologique. En parallèle, on revient sur l'ouvrage de Jack Daniels qui lui est un petit peu plus fébrile puisqu'il me met un seuil à 3 minutes 50 du kilomètre. Évidemment, pour que ces valeurs aient du sens, en réalité, il faut les recontextualiser dans sa méthode. Là où moi, en fin de cycle, je cumule un temps de maintien entre 40 et 45 minutes au seuil, lui, en fin de cycle, sur une séance, il cumule plutôt 1h15, 1h20 au seuil. Là où moi, pour 10 minutes d'effort au seuil, je prends 4 minutes de repos, lui, pour 20 minutes au seuil, il prend 4 minutes de repos. Donc au final, personne n'a tort, c'est juste des approches différentes dans l'entraînement au seuil qui donnent des données différentes. On finit avec les résultats de ma VMA, et c'est là que ça commence à devenir bizarre. Donc déjà, surprenant, le test me donne comme VMA 18,5 km/h, alors qu'en août dernier, quand j'ai fait mon VAMEVAL, j'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui et j'avais réussi à obtenir 19 km/h de VMA. D'autant plus surprenant que pendant mon cycle VMA, eh bien j'ai couru à 19 km/h. Et si ma VMA était inférieure à 19 km/h, normalement j'aurais pas dû réussir à le valider, ou du moins pas avec autant de facilité. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce test, j'ai pas abandonné à 18,5 km/h, j'ai abandonné au palier à 20 km/h. Donc si ce test avait été un VAMEVAL sur piste, j'aurais eu une VMA de 19,5 km/h. Cependant, si on observe les courbes d'échange de gaz, et c'est là que le test en laboratoire est intéressant, on observe que j'atteins bel et bien mon VO2 max à 18,5 km/h, je le maintiens un tout petit peu, et ensuite ma consommation d'O2 commence à chuter. Et là où je devrais normalement physiologiquement m'arrêter, je continue l'effort pendant 2 minutes. Normalement, sur une épreuve classique, tu arrives en plateau, les gens s'arrêtent. Ok. Les gens qui ont un profil anaérobie un peu plus développé, ils vont tenir en plateau et ça va commencer à baisser, ils s'arrêtent. Toi, c'est descendu, mais tu as réussi à faire encore 2 paliers entiers sur une chute de VO2. Moi, j'en vois très très rarement. Là, c'est 19, mais après, ça baisse, et 19,5, ça baisse. Et donc j'ai arrêté alors que même que ma VO2 commençait à diminuer. Exactement. Vous avez continué alors que VO2 lui baisse, et c'est pas une fuite. Pourquoi? Parce que la ventilation de sa courbe verte continue d'augmenter. La plus petite valeur à laquelle j'atteins VO2 max, c'est-à-dire ma VMA, est 18,5 km/h. Cependant, d'après ce test, ma VO2 max serait de 52,5 ml par minute par kilo. Cette valeur, elle vous parle pas, donc on va voir ce qu'ils disent dans la Bible de la préparation physique. Je lis VO2 max compris entre 45 et 50 ml par minute par kilo, adulte en bonne condition physique. Pour imager, ça veut dire que d'un point de vue VO2 max, j'ai le niveau d'un mec qui va au travail à Vélib et qui fait du foot le week-end. Pas plus. Cependant, quand je reprends le même livre et que je lis la colonne juste à côté, on voit VMA équivalente, 18,5 km/h et supérieur, athlète d'élite en sport aérobie. Donc là, on voit qu'il y a une petite incohérence. Maintenant, vous êtes économe dans votre manière de courir parce que votre VO2 n'est pas élevé par rapport à votre VMA. Donc là, la VMA, on va voir, il est vraisemblablement à 19, puisqu'à 19,5 après le VO2 baisse. Mais le max, on va l'avoir tout à l'heure, mais il est à 50, un petit peu au-dessus de 50. Voilà, 51, 50.9. Et ça, non, ce qui est pas très élevé par rapport à la vitesse. Pour une VMA de 19, la moyenne des personnes, on est à 66 de VO2. Et ceux qui ont une VMA de 52,5, donc supposément comme moi, ça correspondrait à une VMA de 14,5. Donc je sais qu'il y a l'économie de course, il y a la technique, il y a tout ça, mais l'écart est quand même vraiment grand. Un test un peu atypique, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de conclure sur ces résultats. Donc je vais vous proposer 2 analyses. Premièrement, ils ont fait une erreur de calibrage et ma VO2 max serait en réalité bien plus élevée. Cela n'a aucun impact sur la donnée des seuils, ni de la fréquence cardiaque, ni de la VMA. Ça n'explique pas non plus pourquoi j'arrive à tenir l'effort aussi longtemps après avoir atteint VO2 max, mais ça expliquerait pourquoi ma VO2 max est autant dissociée de ma VMA. Après, c'est quand même une prestation payante, donc j'espère pour eux que c'est pas ça. Deuxième possibilité, il n'y a pas d'erreur de fait et mon corps est juste super mal foutu pour les sports d'endurance. Parce que même si la VO2 max n'est pas proportionnelle à la performance, elle est quand même très déterminante. On va dire que c'est un potentiel maximal. Après, avec l'entraînement, à vous d'exploiter ce potentiel ou pas. Mais si j'ai vraiment une VO2 max de 52,5 ml par kilo par minute, si cette valeur n'évolue pas, je vais pas vous cacher que normalement, je devrais pas continuer à progresser encore longtemps. Après, on pourrait relier le fait que j'arrive à poursuivre un effort longtemps après avoir atteint mon pic de VO2 max, donc potentiellement une grosse capacité à anaérobie, avec le fait justement qu'au final ma VO2 max serait pas si élevée que ça. Bref, de toute manière, on va arrêter les analyses, puisque en vérité, j'en sais rien. Le seul moyen que j'aurai de vérifier ça, c'est d'en refaire un deuxième, et j'en referai pas.
En attendant, avec ce souci de VMA, de VO2 max, est-ce que je vais remettre toute ma vie en question? Absolument pas. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à progresser, je continue de progresser et je fais en sorte de planifier mes entraînements pour continuer à progresser jusqu'à ce que j'en ai marre du triathlon. J'ai encore plein d'axes de progrès. Je prends qu'un exemple, ma technique de course. Là, si on peut me voir courir sur tapis, bon, c'est juste une catastrophe en fait. Rien qu'en améliorant ma technique, mon efficacité gestuelle, je serais même pas surpris d'améliorer d'au moins 1 km/h ma VMA. Même si on pourrait se dire que c'est quand même dommage de sortir d'un test comme ça avec plus de questions qu'on en avait en rentrant, je dirais simplement pour conclure qu'un test en laboratoire, c'est vraiment un luxe vraiment pas indispensable. Du moins, pas pour des sportifs amateurs comme nous. J'ai même envie de dire que les tests tout court, pas seulement ceux en laboratoire, sont un luxe vraiment pas indispensable et ça ne reste que mon avis personnel. Au final, ce test, il nous a permis de montrer que sur le terrain, avec une bonne méthodologie, avec des cycles de progression cohérents, on réussit toujours à s'entraîner aux bonnes intensités. Voilà, au final, avoir des chiffres, c'est cool, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on fait à l'entraînement, savoir ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on fait le jour de la course. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me le faire savoir comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je trouve ça important d'essayer d'apporter un petit peu de réflexion, de voir un petit peu les schémas de pensée, montrer aussi que des fois on n'a pas tout le temps les réponses et que même si on n'a pas les réponses, on met des choses en place pour continuer d'avancer. Bref, il faut vraiment que j'arrête de parler. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous bien parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important. À la prochaine.